Voici la dernière image d'Abou Bakar, juste avant sa prière du vendredi matin. Quelques minutes plus tard, ce Malien d'une vingtaine d'années est retrouvé mort ici, dans la salle de prière. Mais il n'y a pas d'islamophobie dans notre pays. Je pense que tous ceux qui essayent de masquer la réalité de ce qui s'est passé là ne contribuent pas à nommer les choses. C'est un acte islamophobe. Je crois que le mot n'a pas encore été prononcé, mais c'est un attentat islamophobe. Je vous annonce, j'ai décidé qu'on ne pourrait plus porter l'abaya à l'école. Vive le sport et donc abat le voile, bien sûr. Imaginez si M. Retailleau était allé dans un rassemblement et avait dit « abat la croix, abat la kippa, abat le crucifix ». Tout le monde aurait dit « mais qu'est-ce que c'est que ces propos ?» Dire abat le voile quand on est ministre de l'Intérieur. Je dis que le voile... à la tribune devant un parterre acquis à sa cause, est-ce que ça n'alimente pas un ressentiment général contre la religion musulmane, des fidèles qui... pour certaines, portent le voile sans que je sache que le voile signifie d'appartenir à une mouvance islamiste. Si l'équivalent Bruno Retailleau s'était produit dans une église ou dans une synagogue, est-ce que vous auriez attendu 2 jours avant de vous y rendre? Non seulement vous n'y allez pas, et en plus vous maintenez 2 réunions publiques dans le cadre d'une élection interne. Comprenez que ceux qui nous regardent ce soir se disent, là encore, il y a une forme de 2 poids 2 mesures dans la façon dont un ministre de l'Intérieur, ministre des cultes, bouscule son agenda pour témoigner de sa solidarité vis-à-vis de celui qui est mort. Vendredi dernier, 25 avril, Abou Bakar Cissé, un jeune musulman âgé de 22 ans, a été tué de plusieurs dizaines de coups de couteau à l'intérieur de la mosquée de la Grand-Combe, près d'Alès, dans le département du Gard. En le poignardant, son meurtrier, qui s'était donc introduit dans ce lieu de culte à la seule fin d'assassiner un fidèle, a proféré des insultes tout à fait explicites contre la religion musulmane. Il y a du sang de partout. On voit d'abord le plus sa jambe qui était trempée, on voyait même plus la couleur de son jean. Mort après avoir reçu près de 50 coups de couteau. Il s'agissait donc d'un attentat islamophobe, même si le procureur de la République d'Alès considère que la piste de ce qu'il préfère appeler un acte anti-musulman n'est, je cite toujours, pas la seule. En règle générale, quand de telles atrocités sont perpétrées, les plus hauts représentants de l'État réagissent immédiatement et se précipitent pour exprimer leur indignation, à très juste titre. Cette fois, cependant, ce n'est pas ce qui s'est passé. Tout au contraire, le président de la République et les membres du gouvernement ont attendu plusieurs heures, et pour certains plusieurs jours, avant de réagir. Cette fois, ce n'est que le 26 avril que le Premier ministre, François Bayrou, a dénoncé ce qu'il a appelé l'ignominie islamophobe. Nous verrons qu'il a été le seul à employer cet adjectif. Et ce n'est que le 27 avril, 2 jours après l'assassinat d'Abou Bakar Cissé, qu'Emmanuel Macron s'est finalement décidé à adresser, je cite, le soutien de la nation à la famille du jeune homme tué à la Grand-Combe et à nos compatriotes de confession musulmane, dans un message qui se terminait par ces mots sur lesquels nous allons revenir. Le racisme et la haine en raison de la religion n'auront jamais leur place en France. La liberté de culte est intangible. Fin de citation. Quant au ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui est en charge notamment de l'administration des cultes, il a lui aussi attendu 2 jours avant de se décider finalement à se déplacer jusqu'à Alès pour porter, a-t-il très sérieusement déclaré, « Je souhaitais venir ici pour tenir cette réunion pour plusieurs raisons. D'abord pour exprimer un message de compassion, un message aussi de solidarité et un message de mobilisation. » Mais cette solidarité a tout de même ses limites puisque le ministre n'a pas daigné faire ne serait-ce qu'une courte apparition à la marche blanche organisée à la Grand-Combe en mémoire d'Abou Bakar Cissé. Nous verrons que ce n'est pas la première fois que Retailleau snob, pour le dire très gentiment, les musulmans dont il prétend aujourd'hui être solidaire. Mais revenons d'abord au message dans lequel Emmanuel Macron déclamait donc que le racisme et la haine en raison de la religion n'auront jamais leur place en France. On remarque d'abord que dans cette communication, le chef de l'État français s'abstient soigneusement d'employer le seul mot qui convienne pour qualifier précisément les motivations les plus évidentes de l'assassin d'Abou Bakar Cissé, c'est-à-dire le mot islamophobie, qui désigne, d'après la définition que proposent les principaux dictionnaires de la langue française, l'hostilité envers l'islam et les musulmans. Pour le dire autrement, Emmanuel Macron refuse de nommer pour ce qu'elle est cette intolérance visant spécifiquement les musulmans et préfère incriminer plus largement ce qu'il appelle la haine en raison de la religion. Il fait donc mine de ne pas savoir qu'en France, cette haine vise principalement et de très loin une seule et unique religion, l'islam. Ce n'est pas nouveau, ça fait au moins 40 ans que ça dure. Pour le vérifier, il suffit de relire par exemple L'Islam imaginaire,
un livre très important publié en 2007 et dont l'auteur, Thomas Deltombe, décrivait déjà la manière dont un prétendu problème de l'islam avait été installé au cœur du débat public et dont les médias français avaient progressivement construit, depuis le tout début des années 1980, une véritable islamophobie. Depuis plusieurs décennies, cette animosité à l'égard des musulmans et de leur religion est effectivement devenue une rhétorique médiatique et politique à part entière. En 2003, par exemple, le directeur de l'époque du magazine réactionnaire Le Point, aujourd'hui décédé, avait fièrement proclamé à la télévision qu'il était, je cite, un peu islamophobe et qu'il avait le droit de le dire. Il avait le droit de le dire, en effet, puisqu'à l'époque déjà, les proférations stigmatisant les musulmans et l'islam étaient considérées bien au-delà des seuls partis d'extrême droite comme tout à fait acceptables et admissibles dans le débat public. Et c'est toujours le cas 22 ans plus tard, comme peut très facilement le constater quiconque jette un œil à ce qui s'écrit quotidiennement dans la presse mainstream ou prête l'oreille aux déclarations des politiciens de droite comme de gauche qui ont fait de l'islamophobie l'un de leurs fonds de commerce. 2 jours avant l'attentat qui a coûté la vie à Aboubacar Cissé, par exemple, l'hebdomadaire Franc-Tireur publiait un très virulent billet de sa directrice, Caroline Forest, accusant la France insoumise, qui venait précisément de demander la création d'une commission d'enquête parlementaire sur l'islamophobie, de vouloir constituer ce qu'elle appelait un tribunal enturbané et d'être par conséquent un parti soumis. En somme, dans un pays où les incitations à la haine, à la violence ou à la discrimination en raison notamment de la religion, sont lourdement punis par la loi, la défiance à l'égard de l'islam et de ses pratiquants est une forme d'intolérance qui est largement tolérée. Et surtout, la stigmatisation des musulmans et de leur religion est la seule qui est constamment promue depuis plusieurs dizaines d'années, depuis les plus hauts sommets de l'appareil d'État, non seulement par une droite que plus rien ne différencie de l'extrême droite, mais aussi par des politiciens qui se présentent ou qui se présentaient comme des personnalités de gauche. Il y a une partie de la classe politique aujourd'hui qui a décidé de jeter en pâture au peuple français la figure du musulman comme étant le responsable de tous les maux. Et quand nous disons que justement parce qu'on est laïc, on ne peut pas s'en prendre à une personne en fonction de sa confession religieuse, vous êtes en train de me dire que nous essentialisons les gens. Mais arrêtez. On pense par exemple à Manuel Valls, que nous retrouverons tout à l'heure, et qui, lorsqu'il était le Premier ministre du président socialiste François Hollande, avait estimé en 2016 qu'il fallait encore démontrer que l'islam était, je cite, fondamentalement compatible avec la République, et qui, 1 an plus tard, en 2017, avait disserté lors d'un débat organisé par un journal espagnol. Hay el problema de los refugiados, surgen en nuestras sociedades, por ejemplo, la sociedad francesa, el problema del Islam, de los musulmanes. Todo eso interroga sobre lo que nosotros somos. Emmanuel Macron, quant à lui, n'a cessé depuis son élection à la présidence de la République en 2017 d'alimenter cette défiance à l'égard des musulmans, ne serait-ce qu'en laissant certains de ses proches multiplier impunément les mises en cause de l'islam en général ou de tel ou tel aspect particulier, réel ou fantasmé, de la pratique de cette religion. Rappelons par exemple qu'en 2019, d'éminents macronistes, comme l'indéboulonnable Aurore Berger, aujourd'hui ministre chargée de la lutte contre les discriminations, ça ne s'invente pas, avaient très vivement dénoncé l'organisation d'une marche contre l'islamophobie, et notons au passage que nombre de ces importants personnages n'ont éprouvé aucune difficulté 4 ans plus tard à marcher contre l'antisémitisme au mois de novembre 2023, avec un parti cofondé par un ancien Waffen-SS et un ancien milicien. Unis derrière cette banderole, les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale mènent la marche contre l'antisémitisme. À leur côté, des membres du gouvernement, comme la première ministre Elisabeth Borne, dont le père de confession juive a été déporté pendant la Seconde Guerre mondiale. Image forte en novembre dernier, elle défile avec d'autres élus du parti d'extrême droite à la marche contre l'antisémitisme. Sa stratégie, se poser en défenseur de la communauté juive. Rappelons aussi que Jean-Michel Blanquer, qui fut le ministre de l'Éducation nationale d'Emmanuel Macron entre 2017 et 2022, a consacré beaucoup de temps et d'énergie, lorsqu'il occupait cette fonction, à vitupérer contre ce qu'il appelait l'islamo-gauchisme, ce mot composé, forgé sur le modèle de celui que l'extrême droite employait il y a 100 ans pour fustiger le judéo-bolchevisme, et qui permet de couvrir la gauche et l'islam des mêmes opprobres. Rappelons également que l'actuel ministre de la Justice, Gérald Darmanin, lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, a confectionné en 2021
un livre dénonçant ce qu'il appelait le séparatisme islamiste, dans lequel, profitant de l'occasion, il développait aussi des considérations quelque peu nauséeuses sur, je cite, les difficultés touchant à la présence de dizaines de milliers de juifs en France à l'époque napoléonienne. Rappelons encore que l'une des priorités de Gabriel Attal, lorsqu'il fut à son tour nommé ministre de l'Éducation nationale par Emmanuel Macron, a été d'interdire dans les établissements scolaires le port de l'abaya, vêtement traditionnel présenté comme un signe ostensiblement musulman. Je vous annonce, j'ai décidé qu'on ne pourrait plus porter l'abaya à l'école. Et rappelons enfin qu'Emmanuel Macron, en confisquant le résultat des élections législatives de 2024 qui avait été remporté par la gauche pour nommer un Premier ministre de droite, a installé Bruno Retailleau au ministère de l'Intérieur. Depuis sa nomination, ce ministre réactionnaire s'est notamment illustré en refusant au mois de mars dernier de partager le traditionnel repas de rupture du jeûne du Ramadan à la Grande Mosquée de Paris, avant de se prononcer quelques jours plus tard pour l'interdiction du foulard musulman dans les compétitions sportives et de synthétiser sa fine pensée en proclamant lors d'un meeting « Pour moi, le voile ne sera jamais une marque de la liberté, parce que c'est un vrai marqueur de la soumission. Je vous le dis, le voile n'a rien à faire dans les compétitions sportives, bien évidemment. Le sport, c'est ce lieu, c'est cette grammaire universelle où on peut communier, quelles que soient les origines et quelles que soient les religions ou les croyances. Vive le sport et donc à bas le voile, bien sûr. Sans surprise, le même Retailleau refuse aujourd'hui, comme son collègue Manuel Valls, devenu quant à lui ministre des Outre-mer à la faveur du vol des résultats des dernières législatives, de considérer que l'assassinat d'Aboubacar Cissé était un crime islamophobe et préfère parler d'un acte anti-musulman, une appellation bien commode qui permet de nier la réalité de l'islamophobie en France en refusant de la nommer pour ce qu'elle est, et de ne pas reconnaître qu'il s'agit bel et bien d'un racisme avec ses spécificités. On ne connaît pas encore les mobiles. Le procureur de la République vous indiquera qu'il ne néglige aucune piste. Bien sûr que la piste d'un acte anti-musulman n'est pas du tout négligée, bien au contraire. Bien entendu, ces attaques répétées venues du sommet de l'État produisent des effets, ne serait-ce qu'en installant dans l'opinion l'idée que décidément, l'islam est une source permanente de problèmes. D'autre part, on sait que la stigmatisation incessante de telle ou telle catégorie de la population peut éventuellement favoriser des passages à l'acte violent. Dès 2012, la Commission nationale consultative des droits de l'homme s'inquiétait ainsi dans son rapport annuel sur le racisme en France de l'impact que pouvaient avoir certains discours politiques ou certains débats nationaux sur l'attitude de quelques-uns de nos concitoyens vis-à-vis de nos concitoyens musulmans. Et cette commission rappelait qu'il était donc nécessaire de veiller à ce que ces différents débats publics n'aient pas pour résultat de faire augmenter des sentiments de défiance à l'égard de l'islam, car ces sentiments, prévenait-elle, pourraient à long terme entraîner une augmentation réellement significative des comportements anti-musulmans. Ce rappel, répété plusieurs fois dans le cours de la dernière décennie, n'a jamais été entendu, ni même écouté. En France, depuis 10 ans, au moins 33 mosquées ont été visées par des incendies ou des tentatives d'incendie volontaires, comme le rappelait l'hebdomadaire Politis dans un article publié le 16 mars dernier, dont les auteurs constataient que ces attaques islamophobes, faiblement condamnées par les politiques et peu couvertes par les médias, sont devenues courantes. De fait, ni Macron ni ses ministres ne s'en sont émus outre mesure, et personne ou presque n'a entendu parler de la multiplication de ces attentats. Ces mêmes personnages, réagissant avec plusieurs jours de retard à l'assassinat d'Aboubacar Cissé, prétendent aujourd'hui exprimer leur solidarité avec leurs compatriotes musulmans. Mais dans le combat contre une islamophobie qu'ils refusent toujours de nommer, ces démagogues font partie du problème, pas de la solution. Merci d'avoir suivi cette chronique, à la semaine prochaine. Je n'ai jamais dit que toutes les femmes qui portent le voile étaient des islamistes. Quand on dit à bas le voile... Mais ce que je vous dis aujourd'hui, devant vous, les yeux dans les yeux, c'est que tous les islamistes, tous, il n'y a pas une exception, souhaitent que les femmes soient violées. Curieux d'ailleurs, comme acte manqué. Soient voilées. Vous voyez ?